Bonjour à toutes et à tous. Je suis Evelyne Ritchie, je suis la vice-présidente du conseil d'administration de l'Université Sorbonne Nouvelle, Université des Cultures. Donc, je suis très heureuse de vous accueillir au nom du président Daniel Moucharzet, au nom de toute l'équipe présidentielle dans ces locaux. Nous sommes une université des cultures, une université ouverte sur le monde, et je crois que c'est un bel exemple aujourd'hui que nous puissions vous accueillir. On est une université évidemment ouverte pour les étudiants, mais on sait que l'enseignement, c'est aussi tout le personnel qu'il y a derrière, et on sait à quel point l'audiovisuel est un secteur extrêmement important et de plus important dans nos universités. Donc on est très heureux de vous accueillir dans ces très beaux locaux que vous aurez l'occasion de découvrir en plus de cet amphi. Donc c'est vraiment pour moi l'occasion de vous souhaiter la bienvenue, de remercier toutes les équipes de l'université qui ont rendu possible ces rencontres. Évidemment, le service de la DNUM et son directeur, les services de la logistique et tous les services associés. Et je vous souhaite donc 3 jours de rencontres, de retour vers le futur. Je ne sais pas où ça vous mènera, mais j'espère que ça va vous mener très loin. Voilà, merci encore et bienvenue à toutes et à tous. Merci. Merci Evelyne. En fait, tu as piqué mon speech. J'avais prévu de dire tout ça. Voilà, donc moi je suis Stuart McClellan, je suis directeur de numérique. Alors, I can also speak in Scottish, it's even better for you if you want. Is that okay? International and all that? Right, non, mais blague à part, directeur de numérique, donc avec le service audiovisuel sous mon aile protectrice, on va dire. Donc, je renouvelle le bienvenue à la Sorbonne Nouvelle. Je vous souhaite bienvenue pour ces journées rencontres. Moi, j'ai regardé le programme avec grand intérêt. En fait, en tant que directeur du numérique, je veux participer aux 3 ateliers de demain matin, en même temps. Donc, les fiches de poste, le budget et le troisième, c'est l'organisation. Donc, je ne sais pas comment je vais faire, mais je vais déléguer ça à mes collègues. Et aussi, je renouvelle mes remerciements d'abord pour Arista, je veux dire. Non. Anstia, je vais arriver, c'est bien ça. Hein. Pardon. Oui, c'est pas facile en bio. Donc, l'Anstia pour avoir l'organisation, les partenaires peut-être présents et de contribuer à ces belles journées, et aussi l'équipe de mon équipe de la DNUM, donc l'équipe d'Olivier avec les collègues qui sont présents, qui vont être présents. Et je pense qu'ils vont être très fiers demain de vous faire visiter nos belles installations. Nous sommes installés depuis 3 ans, c'est ça, ici? Donc 3 ans. Dernier campus Paris Intramuros construit depuis plus de 60 ans, il me semble. Et puis je vais arrêter là parce que sinon ça va prendre du retard. Donc bienvenue, merci et belle rencontre. Maintenant je passe la parole. Bon, je vais être rapide. Chers adhérents, chers collègues, amis de Sorbonne Nouvelle, membres du CA, merci à toutes et à tous d'être ici aujourd'hui pour ces rencontres visuelles 2025 dans les somptueux locaux de Sorbonne Nouvelle. Tout d'abord, on souhaitait remercier Sorbonne Nouvelle ainsi qu'Olivier, Jean-Sébastien et toutes leurs équipes pour l'accueil et le travail sur cet événement. À chaque fois, on le dit sur chaque événement en SIA, si ça marche, c'est parce que le CA travaille, mais aussi l'établissement qui nous accueille travaille, et on arrive toujours à faire de super événements. C'est le fruit de 6 mois de travail entre nous et la Sorbonne Nouvelle pour proposer un événement professionnel de qualité et également convivial. Au menu de ces 3 jours, donc des retours d'expérience avec par exemple jeudi un temps sur le mapping, ou bien encore filmer et monter avec son smartphone. Un temps d'échange en plénière aussi sur l'IA. On aura les ateliers sur les fiches de poste, la budgétisation de production ou encore la structuration de services. On vous donnera les salles de demain matin à la fin de la conférence de demain matin. On va commencer tout à l'heure, dans 5 minutes, sur Pod. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, vous allez découvrir Pod. Et on aura également, après Pod, un temps de vie sur l'association et sur différents projets sur lesquels on travaille ou on va travailler. Et on va faire un point sur tout ça. Qu'est-ce que seraient les rencontres visuelles sans nos partenaires? Cette année, c'est assez exceptionnel. On a 22 partenaires. Grâce au travail de Manu, notre vice-président partenariat, nouveau dans le CA, qui a pris sa tâche à pleine main. C'était super efficace.
Donc il y a des petites nouveautés sur les partenaires. Donc déjà le nombre, 22. Ensuite, on propose un nouveau format qu'on a essayé sur les journées nationales au mois de novembre, qui est mon partenaire en 180 secondes. Donc, vous connaissez ma thèse en 180 secondes, présenter sa thèse, enfin, vulgariser sa thèse en 180 secondes pour essayer de convaincre. Et bien là, c'est nos partenaires qui vont venir se présenter en 180 secondes pour vous convaincre ou pour vous présenter leur société. Vous avez pu voir qu'ils sont un peu disséminés tout autour de l'amphi et du hall. Ils sont assez bien repérés. Voilà. Il y a une petite nouveauté qui est liée aux partenaires aussi. Sur vos badges, vous avez un QR code, ce qui en fait renvoie sur une fiche. Alors pour les participants, pas pour les partenaires, qui renvoie sur en fait une fiche contact. En fait, j'ai repris votre nom et votre mail et votre établissement. Ça fait une fiche contact et ils peuvent vous prendre le QR code, enfin pour récupérer votre contact. Ça évite de perdre du temps à écrire. Enfin voilà. C'était une demande qu'on avait eue, donc on a essayé. Donc ça devrait marcher. Et sur le temps, sur les temps, on a découpé le programme pour que vous ayez des temps vraiment dédiés sur les partenaires, histoire de ne pas trop se disperser. Donc il y a un temps partenaire qui sera après les conférences de ce début d'après-midi, donc à 16h30. Non, je dis des bêtises. À 17h15, 16h30, c'est mon partenaire en 180 secondes. Et vous avez des temps demain tout l'après-midi qui est dédié à ça aussi. Voilà. Et Sorbonne Nouvelle nous propose aussi 2 moments très intéressants avec la visite des locaux. Donc, ceux qui ne l'ont pas fait, vous pouvez vous inscrire à l'accueil où il y avait Lucia, Benoît et Vincent. Et aussi, il y aura une présentation de la Cinémathèque dans la salle de projection qui doit être juste par là-bas, il me semble. J'arrive pas encore à trop bien me repérer sur le campus. Voilà. Ce qui fait aussi l'intérêt de ces rencontres, c'est l'informel. Et donc, la soirée de gala. Alors, la soirée de gala, elle aura lieu à Ground Control. Donc, c'est 81 rue du Charolais, Paris 12, c'est collé à la gare de Lyon. C'est juste à côté de la gare de Lyon. Donc c'est demain, 19h30, pour rentrer, parce que c'est un établissement où il n'y aura pas que nous. Vous allez voir, c'est assez content de l'endroit qu'on a trouvé. Je vais mettre les photos. Donc il faudra rentrer avec le badge. Il y aura un fléchage rencontreuse usuelle, mais il faudra que vous ayez le badge pour qu'on puisse vous identifier. Voilà. Hop, j'avais mis le plan. Donc, on est... voilà. Tac. Hop, voilà. Juste pour résumer un peu, voilà où c'est. Il y avait une petite... sur le programme, il y avait à côté de la soirée festive, il y a un QR code qui ne marche plus, mais en fait, ça vous ramener sur le point Google Maps. C'est dommage. Donc voilà. Autre, on espère que ça va vous plaire. On est tombé assez fan de l'endroit. Autre petit truc aussi, il y a toujours des goodies sur les événements. Il y en a, mais on a eu un petit souci de livraison. Entre-temps, ça a été réglé, donc vous aurez vos goodies à la sortie de la conférence à 16h15. 16h30. Donc voilà, on n'a pas oublié ça. Au nom du CA et au nom de notre présidente, qui ne pouvait pas venir aujourd'hui, c'est entretien pro, sinon elle serait venue, parce qu'elle adore ces moments-là. Nous vous souhaitons un très bel événement. Bonne rencontre. Et on enchaîne tout de suite avec Ronan et ses invités pour POD. Bonjour. Donc, alors, nous, notre conférence, on va dire notre table ronde, c'est sur diffuser sur une plateforme vidéo dans l'ESR, et on va parler de la solution ESUB-Pod, mais bien entendu, on parle de vidéo dans les ESR, mais on va parler de problématiques qui sont propres, on va dire, à l'ensemble des plateformes de vidéo, quoi. Donc en fait, on a des invités qui utilisent principalement Pod, mais bon, pour les autres utilisateurs, normalement, vous allez vous retrouver un peu dans les thématiques qui vont être abordées. Alors, comme intervenant, nous avons à ma droite
Jérémy Grépillot, qui est ingénieur pédagogique numérique à l'université de Grenoble-Alpes. Après, nous avons Eric Dacosta, qui est ingénieur d'études en développement à l'université d'Artois. Et enfin, nous avons Franck Rouzet, qui est le chef de service développement et accompagnement web, accessibilité et multimédia de l'université de Lille. Donc, Pod. Qu'est-ce que Pod? Donc, Pod, c'est une plateforme open source de gestion de vidéos destinée principalement à l'enseignement. Elle permet la mise à disposition de contenus vidéo en VOD et la diffusion en direct. Elle a été mise en place en 2013, donc les premiers de développement. Donc il y a quand même plus de 10 ans de travail sur cette plateforme-là. Et depuis 2015, elle est déployée sur environ entre une quarantaine et une cinquantaine d'établissements. Et donc ce projet, vous m'entendez toujours? J'ai plus de... okay. Ce projet est porté par le consortium ESUB Portail et est soutenu par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. On peut retrouver cette solution on-premise, donc installée sur des serveurs locaux, et même aussi en mode SaaS. Donc rapidement, ces fonctionnalités, on les retrouve sur la diffusion, donc du dépôt, de l'encodage, diffusion de vidéos. La complétition de vidéos, donc les contributeurs, sous-titres, documents, superposition, chapitrage, indexation, enrichissement, diffusion directe, liste de lecture, découpage. C'est des fonctionnalités qu'on va retrouver sur différentes solutions équivalentes. Donc, notre table ronde va s'articuler entre 3 thématiques. Donc, les usages pédagogiques, les contraintes d'encodage, de volumétrie et de stockage, et les développements et évolutions de la solution Pod. Alors, pourquoi les usages pédagogiques? C'est souvent, on dit que faire une... non, je vais plutôt dire que faire une vidéo pédagogique, c'est pas filmer un prof. Il y a plusieurs typologies de vidéos pédagogiques. Donc, on va essayer d'aborder ça avec Jérémy et par rapport aux usages qu'ils ont à l'université de Grenoble-Alpes. Donc, voilà. Et je vais passer la main à Jérémy. Allô, allô. Bonjour tout le monde. Du coup, à l'université Grenoble-Alpes, en fait, on a un serveur pod pour toutes les composantes de l'université Grenoble qui a fusionné avec l'éco, la santé, les langues et l'institut politique. Donc, on a énormément de monde dessus. On a à peu près 25 500 vidéos sur notre pod et ça fait 35 Tera de données qui augmentent constamment en fonction de la période de l'année. On a un encodage de vidéos déporté sur 6 GPU, donc c'est vrai qu'on a quelque chose qui tient le coup en termes d'encodage. Ça carbure, ça va très très vite en termes d'encodage, donc on n'a aucun souci de charge, pour tenir la charge au niveau des encodages, surtout en période de vacances, là où les enseignants déposent beaucoup de ressources pédagogiques dessus. On a à peu près 25 000 utilisateurs inscrits, donc sur une université où on est à peu près à 60 000 étudiants. Ça fait pas beaucoup, mais il y a beaucoup d'enseignants et beaucoup d'étudiants parce qu'il y a beaucoup de travaux étudiants, vous allez voir, qui sont mis dans notre pod. Et par contre, en termes de visite, notre serveur, il prend jamais de vacances. Il est vraiment très très sollicité. On tourne entre, on va dire, 50 000 au repos à 250 000 visites par mois. Et du coup, ça tient vraiment bien la charge. Et en termes de typologie de vidéos, on a aussi, on est moitié-moitié entre des vidéos pédagogiques qui sont mises, on va dire, en privé dans la plateforme, que des vidéos plus typées conférences ou communication, et là qui sont plus typées publiques, rendues publiques au niveau de l'accès à Pod. En termes d'usage, on a beaucoup de pédagogie inversée avec les L1, L2 de STAPS qui ont une plateforme dédiée Camilo.
chez nous, et toutes les L1 et L2 à Grenoble sont passées sur de la pédagogie inversée. Il n'y a quasiment plus de cours en présentiel. Tous les cours se font sur les plateformes à distance, et les réunions présentielles, ce sont des réunions, enfin ce sont des séances de coordination par rapport aux cours qui sont déposés sur les plateformes. Et du coup, qui dit pédagogie inversée dit capsules vidéo, et il y a des centaines de capsules vidéo qui sont stockées sur notre pod et qui sont incrustées directement dans nos plateformes de formation à distance. Elles ne sont pas visibles depuis le pod, mais elles sont visibles depuis les plateformes, depuis les cours dans les plateformes de formation à distance. On a de l'évaluation par les pairs, notamment à l'IEP et à l'UGA. Parce que la petite vignette que je vous montre ici, là, c'est un cours de plongée universitaire. C'est le SUAPS qui donne c'est l'école de plongée de Grenoble qui donne des cours de plongée. Et tous les petits icônes que vous voyez, ce sont des liens vers des capsules vidéo avec des ressources complémentaires associées avec le lien qui est au-dessus. Et toutes ces vidéos-là sont réalisées soit par les enseignants, soit même par des étudiants, et sont déposées dans notre pod et incrustées directement dans les plateformes. On a énormément de formations en distanciel, forcément avec de la santé. Je vous montrerai un petit exemple tout à l'heure, avec l'IAE et Sciences Éco, qui ont une grosse branche EAD. Et toutes les ressources vidéo sont stockées directement sur le pod, et non plus, comme c'était un peu le cas à l'époque, soit sur les Moodle, soit sur les Camilo. Et on a beaucoup de live avec l'école de physique des Ouches et GRICAD. C'est une composante chez nous qui fait beaucoup de live au niveau scientifique. Et l'école de physique des Ouches, elle invite énormément de sommités en physique qui viennent donner des cours pendant une semaine, surtout l'été. Et toutes les vidéos sont filmées en live, elles sont diffusées en live, et après elles sont stockées directement et accessibles dans le pod. Et là, elles sont accessibles en version publique. Et Jérémy, moi je voulais te demander par rapport aux fonctionnalités, en fait, quelles sont les fonctionnalités qui sont utilisées par rapport à tes usagers, en fait, en termes peut-être de chapitrage, on parlait de complétion tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qui est le plus utilisé Alors, il y a beaucoup de fonctionnalités au niveau de l'enrichissement, et c'est vrai que nous, à Grenoble, on n'utilise pas beaucoup de choses. Il y a beaucoup de vidéos qui sont chapitrées, notamment pour les conférences. Les Ouches utilisent pas mal le chapitrage des vidéos. Par contre, tout ce qui est enrichissement, de rajout de documents ou de liens sur les vidéos, c'est pas beaucoup utilisé. Les notes aussi, ou les playlists sont présentes dans Pod, mais chez nous, on a un peu du mal à voir un état des lieux en fait de ces usages, mais c'est pas l'usage principal de Pod. Donc là, on va aller voir un exemple. Alors, j'aurais pas dû faire comme ça. D'usage de... Je vais arrêter le diapo, ça va être plus simple. J'aurais pas dû faire ça. Tac. Alors, attends. On l'a derrière. Alors ça c'est notre pod, la vue publique de notre pod, quand vous y accédez avec son URL. On a un carrousel qui met en valeur une partie des vidéos que les principales composantes veulent montrer. Du coup, au niveau de pod, c'est surtout notre grande cellule d'appui à la pédagogie, d'API, qui administre cette partie-là et qui met en valeur leurs actions au niveau de l'innovation pédagogique au niveau de l'université. On a une partie tout en haut là-bas dans le menu burger, on a la partie chaîne. Ça, ce sont toutes les chaînes qui ont été validées politiquement au niveau de l'UGA. Donc, on ne peut pas rajouter des chaînes à la demande comme ça. Toutes les vidéos vont s'incruster, vont se ranger dans ces différentes chaînes. Et chaque chaîne, par contre, contient des thèmes où là, les enseignants peuvent dire, voilà, moi j'ai un cycle de conférences que je vais mettre dans la chaîne la recherche, par exemple, mais par contre, il me faut un thème physique quantique, ce genre de choses. Donc, on est assez malléable en termes de thèmes, pas au niveau des chaînes, mais tout ce que vous voyez là, ce sont les différents thèmes et sous-thèmes, et toutes les vidéos qui apparaissent en dessous, ce sont des vidéos publiques dans Pod. Et on a exactement la même chose en termes de volume, avec des vidéos qui sont cette fois-ci privées, qui sont destinées à être intégrées directement dans des cours à accès réservé dans les plateformes.
À partir de là, en gros, chaque utilisateur, tout en haut à droite, a un bouton ajouter une vidéo, où là c'est super simple, il y a un formulaire où on glisse une vidéo de son ordinateur et on le dépose dans la zone à aller chercher, voilà, dans la zone à déposer pour déposer sa vidéo. On respecte le droit forcément de droit à l'image. On consent, on dit qu'on a respecté tout le cycle du RGPD au niveau des droits de diffusion, de captation. Donc tout ce texte-là a été validé chez nous, et je pense pour à peu près toutes les universités par les RGPD, ouais, chez nous, chez les DPO. Et il y a la possibilité de transcription des vidéos, ça c'est assez utilisé. On a, un peu comme vous avez là sur les écrans, un plugin de transcription qui permet de faire de la transcription des lives en direct et aussi des vidéos a posteriori ou au moment où on les télécharge. Ça marche bien, ça. Et ça, Franck en parlera plus tard. On a aussi la possibilité de rajouter de l'enrichissement par l'IA dans les vidéos de pod. Là, on va montrer l'intégration dans Ouais. un cours aussi directement. Ouais. Alors là, ouais, c'est ça. Alors si tu es avec la souris, tu peux descendre sur... Donc ça, c'est la plateforme Camilo. C'est un cours, ça, c'est un cours d'imagerie médicale. Il y en a 4 des cours comme ça. Ces cours-là sont complètement à distance. Ça se fait avec des enseignants, enfin des docteurs qui sont répartis soit en France, soit dans les pays du Maghreb. Et les étudiants arrivent directement dans des parcours d'apprentissage. Et voilà, là typiquement, donc à gauche, vous avez toutes les ressources pédagogiques, soit du PDF, soit des quiz, soit des vidéos. Et les vidéos qui sont là, ce sont des vidéos qui sont privées, donc non accessibles depuis notre pod en vue publique, mais qui sont quand même stockées dans notre pod et accessibles uniquement à travers cette fenêtre-là, dans ce cours-là, que pour les étudiants qui sont inscrits à ce cours-là. Donc c'est ça qui est intéressant avec pod, c'est qu'on peut diffuser de façon ciblée par rapport à un public précis. Merci. Ouais, On va passer à la suite avec Eric. Ça va arriver. Non, je suis bien sûr. Ok, écran principal. Affichage étendu. Ouais, attends. Je vais faire en recopie. On va voir si ça fait. C'était bien. Ok, je fais recopie. On va voir si. Comment? Ça avait marché. Ouais. Non, non, il ne veut pas. Je change. Ah, tu l'as inversé en fait, regarde Ronan. J'ai inversé les deux? Ouais. Ok, c'est ça que tu as vu? Là, tu es dessus là. Je suis dessus, là j'ai double cliqué. J'ai double. Là, si tu fais F5, il n'est pas. Non, regarde. Ok, ouais, là j'ai basculé là. Non, non, c'est en bas.
Ouais, ouais. Ah bah là, de ce côté-là, ouais. Ouais, là. Ouais. Ok, merci. J'allais dessus. Merci. Bon, bah désolé. Petit temps mort. Merci en tout cas. Ok, donc, bon, allez, on est reparti. Et de toute façon, on avait de l'avance, alors c'est pour ça. Donc là, hop, tac, on va parler, c'est bon le son, on parler d'encodage GPU avec Eric. Et donc, bon, ça va parler un peu technique, mais dans l'absolu, on parle de codec, de débit. Donc, c'est des notions techniques qui parlent aux audiovisualistes. On ne va pas rentrer dans du codage proprement dit. Merci Eric. Alors, Jérémy, il en a parlé. Eux, ils ont mis en place à l'université de Grenoble l'encodage GPU. Nous aussi, à l'université d'Artois. La problématique qu'on avait, c'était les temps d'encodage qui étaient très longs. Souvent, une vidéo d'1 heure prenait plus d'1 heure avec un encodage CPU. Donc, il nous fallait quelque chose de plus rapide. Nous, on a fait le choix d'encoder sur 3 GPU, sur 3 serveurs différents. En fait, on en a un qui nous sert aussi de backup. Et les deux serveurs simples nous permettent de faire directement de l'encodage GPU. Ouais, en fait, l'encodage CPU, c'est le processeur qui le fait. Les encodages GPU, c'est les cartes graphiques. Tout à l'heure, on verra une petite diapo avec les différences de temps d'encodage entre CPU et GPU. Donc en fait l'installation de pods se fait facilement. En fait, on peut soit avoir un serveur simple qui fait tout. Nous on a fait le choix de séparer. On a des systèmes de files d'attente qui permettent d'avoir des encodages parallèles sur donc nous nos 3 GPU. Par exemple, Jérémy sur son serveur avec ses 6 GPU, il peut faire 6 encodages en parallèle. Au niveau ici, on a l'interface graphique de la partie administration de pod. On peut faire des rendus différents. En fait, ça c'est l'administrateur de la plateforme qui a le choix. Donc ici, nous, on a des rendus en 360, 720, 1080. On fait aussi des rendus 4K. La vidéo qui est déposée, si c'est une vidéo en 1080, on n'aura pas de rendu 4K. Donc on a fait le choix. Nous, au début, on faisait du 4K activé seulement à la demande, mais maintenant, on s'est rendu compte que les vidéos déposées, on en avait très peu en 4K, donc on le laisse tout le temps. Au niveau des codecs vidéo, on encode en H264, que ce soit du CPU ou du GPU. Les commandes d'encodage sont différentes, mais le codec utilisé est le même, et c'est de l'AAC pour les codecs audio. Et au niveau des débits vidéo, tout peut se régler au niveau de l'interface d'administration de pod. Voilà, après, je suis parti un peu aussi dans les détails. On fait de la compression en VBR et on fait un GOP constant qui nous permet en fait d'avoir une image fixe toutes les secondes, qui permet par exemple d'avoir, quand on fait une avance rapide sur les vidéos, d'avoir quelque chose de beaucoup plus fluide, d'avoir éventuellement des captures d'écran un peu plus précises, etc. Et par rapport à ces réglages-là, quels ont été vos tests en fait? Parce qu'il y a peut-être tests de débit, mais il y a le subjectif aussi en fait par rapport au rendu visuel que l'on perçoit. Alors ouais, à ce niveau-là, on fait de l'encodage, c'est FFmpeg. On a fait beaucoup d'essais avec des options différentes sur des vidéos assez, on va dire assez simples, des vidéos avec énormément de mouvements. Et en fait, on a essayé des vidéos qui étaient, des réglages qui étaient censés être les meilleurs, mais en fait, on s'est rendu compte que visuellement, c'était pas forcément les meilleurs. Donc, on a fait énormément d'essais avec des options différentes, des débits différents, et on a essayé de trouver le meilleur compromis pour tout, pour avoir le meilleur rendu visuel, tout en gagnant de l'espace de stockage. Pour certaines vidéos, par exemple des vidéos qui sont orientées plutôt com, là par contre, occasionnellement, on va monter les débits. On va faire de la vidéo 4K avec des débits beaucoup plus hauts pour avoir un rendu visuel le plus joli possible. Ici, voilà, c'était juste des petits exemples au niveau de l'encodage CPU vs GPU.
Là, ce que je vous ai montré, c'est le rendu pour une vidéo en 1080p. Par exemple, voilà, pour une vidéo de 6 minutes, on est passé du temps d'encodage de 22 minutes en CPU à 3 minutes 15 en GPU. Donc on est là pour une vidéo toute simple en H264. Celle-là, voilà, celle-ci, c'est pour une vidéo en 4K pour un encodage en 1080. Pour une vidéo d'1 heure en H264 en 1080, on est passé de 82 minutes à 16 minutes. Donc en gros, voilà, en fonction des rendus. Pour le dernier exemple, c'est une vidéo en H264. On est à peu près sur les mêmes performances, plus ou moins, que celle qui est en H264. Mais en gros, on est en moyenne 5 fois plus rapide quand on fait de l'encodage GPU. Donc nous, ça nous a fait gagner énormément de temps, surtout quand on a beaucoup de vidéos en file d'attente. Souvent, nos utilisateurs, en fait, on a fait ça parce que les utilisateurs, quand au bout de 15, 20 minutes, une demi-heure, 3/4 d'heure, n'avaient toujours pas leur vidéo, ils réencodaient la vidéo et ça se remettait à nouveau en file d'attente. Et ça a donc décuplé en gros les files d'attente et les temps d'encodage. Donc avec ça, on gagne énormément de temps et on gagne énormément de souplesse aussi. Donc là, on parle de 4K, 1080, de vidéos, de débit, mais tout ça, en fait, ça prend du stockage, en fait, et c'est quand même un peu le nerf de la guerre, des fois, c'est toute la volumétrie, en fait, de ces vidéos. Et donc, Jérémy, vous avez travaillé sur le cycle des médias au sein de ton université, non ? Alors, on n'est pas tout seul, on travaille aussi avec la Lorraine, avec Lille, également. En fait, dans Pod, il y a un cycle de vie des vidéos au niveau de l'obsolescence. Donc, pour les étudiants à Grenoble, c'est 1 an de vie de vidéo, et après, c'est supprimé. Enfin, c'est censé être supprimé. Pour les enseignants, c'est 4 ans. Et maintenant, il y a la notion en fait, des archivistes qui sont arrivés en nous disant attention, on n'est pas censé supprimer des vidéos de support pédagogique, donc il va falloir penser à la notion d'archive. Donc on a développé un script qui va permettre d'aider les archivistes qui vont intervenir après sur Pod au niveau de ce cycle de vie des vidéos pour les aider à déterminer quel type de vidéo ils vont vouloir conserver, quel type de vidéo ils vont pouvoir supprimer ou envoyer aux archives départementales parce que voilà, les vidéos sont censées être conservées après chez nous au niveau des archives départementales. Je pense qu'à Lille, c'est un peu la même chose aussi. Et du coup, voilà, il y a cette notion quand même qui va permettre de dire on va faire du ménage sur notre espace de stockage au niveau de Pod avec ces scripts d'obsolescence des vidéos et d'envoi directement au traitement des archives derrière. Donc il y a eu un travail on va dire, interservice entre ceux qui gèrent Pod, des usagers, les programmateurs, mais aussi l'archiviste en fait, de l'établissement pour mettre en place vraiment un cycle de vie et d'archivage des vidéos. Oui, tout à fait. Je crois même qu'au niveau de Lille, vous avez déjà eu un exemple à ce niveau-là. On est en train en fait d'échanger entre les différents développeurs, enfin les équipes autour de ISUPod pour partager cette pratique parce qu'effectivement le travail vis-à-vis des archivistes, il ne concerne pas qu'un seul établissement, il concerne tous les établissements et tant qu'à faire autant partager des pratiques qui fonctionnent bien. Et chez nous à Lille, on a mis ça en place il y a quelques années avec un espace de stockage dédié pour les vidéos qui ont été mises en mode obsolète, on va dire, de façon à laisser le temps aux archivistes de traiter ces vidéos et de les recycler. Ils ont fait un travail de communication avec les archives départementales qui leur a donc c'est au niveau chaque département a sa propre politique et au niveau du département du Nord. Ils ont obtenu l'accord qu'une vidéo d'un étudiant ou une vidéo d'une durée inférieure à une durée de 15 minutes, ou je ne sais plus exactement, sont des vidéos qui, a priori, ne sont pas à conserver et seront effectivement supprimées. Donc ça permet de faire du nettoyage assez rapide. Et pour toutes les autres, celles sur lesquelles on a l'algorithme qui est en train d'être expérimenté avec les collègues de Grenoble, on va essayer de réduire la masse de matière à consulter par les archivistes pour qu'ils ne conservent que ce qui est effectivement, ou qu'ils ne consultent et ne gardent que ce qui est vraiment utile, quoi. Merci. Franck, tu peux garder le micro parce que ça va être à toi. Donc là, on va revenir
sur Pod précisément et par rapport aux évolutions, parce que en fait, ce qu'on disait tout à l'heure, Pod a quasiment plus de 10 ans, vous êtes à la V3, et donc voilà, on va parler peut-être des dernières évolutions majeures de Pod. On est à la V3 et on va sortir la V4 dans très peu de temps. Les premiers bêta-testeurs de la V4 pensent l'installer avant l'été. Donc les 2 ou 3 diapos que j'ai préparés, l'idée c'était de communiquer avec vous d'un point de vue audiovisuel. Sur Pod, historiquement, la plateforme a été faite un petit peu sur ce qu'a décrit Jérémy, c'est-à-dire des usages pédagogiques. Et dans les établissements, et chez nous, c'est un peu comme à Grenoble, on a des enseignants, des étudiants qui déposent des vidéos. Parfois, c'est des projets d'étudiants, parfois, c'est des enseignants qui filment leurs cours, des conférences, etc. Et on avait quelque part mis de côté le côté Web TV où en tant qu'équipe d'audiovisuel, donc c'est pareil, on a un service chez nous qui gère les captations de tout ce qui est événementiel, de tout ce qui est communication, etc. Et on a une plateforme à côté de la plateforme Pod utilisée par toutes les personnes qui peuvent s'authentifier sur l'université, une plateforme de Web TV sur laquelle ils ont un accès privilégié où ils peuvent déposer les vidéos qui sont qualitativement meilleures parce qu'il y a un travail fait par des professionnels, etc. Et la problématique, c'est que Pod ne faisait pas ce truc-là et on doit gérer 2 plateformes. Donc depuis 2 ou 3 ans, on a travaillé sur ce sujet-là au niveau de eSubPod. Il y a eu un appel à projet il y a 3 ou 4 ans, je ne me souviens plus, Jérémy, mais ça doit être à peu près ça, où des collègues de l'université de La Rochelle se sont posé la même question que nous. On a besoin d'une Web TV. Et Pod ne remplissait pas toutes les cases qui correspondaient à ce qu'on estimait être une Web TV. Donc parmi les choses qui ont été développées par les collègues de La Rochelle, il y a la capacité automatiquement de mettre une amorce, une vidéo d'amorce, une vidéo de conclusion à la fin de chacune des vidéos qui sont produites. Ça permet de ne pas avoir à faire cette post-prod inutilement dans les services. Il y a la possibilité de faire de l'éditorial, on va dire, c'est-à-dire que la page d'accueil, ce que montrait Jérémy tout à l'heure avec son carrousel, c'est quelque chose qu'on paramètre dans la partie administration. Je veux rajouter un bloc avec un carrousel, je veux rajouter les dernières vidéos consultées, je veux voir les vidéos les plus vues. Enfin, on peut choisir un certain nombre d'éléments comme ça qui paramètrent la page d'accueil et qui vous permettent de faire un peu d'éditorial en fonction des éléments que vous voulez faire apparaître sur la page d'accueil. Il y a été ajouté la possibilité de mettre des documents cachés. Alors, ce truc-là, ça sert à quoi? Pourquoi on met des documents cachés? Typiquement, je pense que vous êtes tous confrontés à cette problématique-là. C'est les demandes d'autorisation, par exemple, de captation. Plutôt que de les avoir sous forme papier, de les foutre dans une armoire et de les oublier, en fait, vous pouvez les téléverser directement sur la plateforme et les lier à la vidéo correspondante. Comme ça, s'il y a un besoin de contestation, c'est mis dedans. Il y a eu un travail fait aussi sur les intervenants parce que jusqu'à ce développement-là, quand on voulait indiquer qui était intervenant dans la vidéo, c'était mis dans la description de la vidéo sous forme textuelle et recopié N fois avec les risques d'erreur de saisie et autres. Et donc un premier travail a été sur ce sujet-là pour avoir la possibilité de lister des intervenants. Et on a enrichi récemment la possibilité de distinguer l'intervenant du rôle qu'il a au sein de la vidéo. Typiquement, votre président d'université, il est aussi enseignant-chercheur. Et donc, en fonction de là où il est capté, il est capturé capté en tant qu'enseignant, en tant que chercheur, en tant que président et je ne sais quoi d'autre. Et donc ça permet aussi donc du coup de capitaliser sur ces choses-là et de conserver cette information à l'instant où la vidéo a été prise. On a rajouté la possibilité de dissocier le dépôt de la vidéo. Ce que vous montrez tout à l'heure, Jérémy, c'est assez simple. Vous déposez la vidéo et vous devez la décrire. Ça marche bien quand on dépose une vidéo de temps en temps. Un événement comme celui-ci, on a les équipes vidéo qui sont là et qui captent l'ensemble des conférences. Ils vont certainement faire une séquence vidéo pour chacune des présentations. Et à la fin, à la fin de la journée, ils vont avoir 4, 5, 6 vidéos qui vont pousser sur leur plateforme. Et peut-être qu'ils ont, à un moment donné de leur période, un moment de creux où ils peuvent préparer
tout ce qui est descriptif. Et donc l'idée, c'était de dissocier la production de la vidéo, l'enregistrement de la saisie des métadonnées qui vont avec. Donc ça permet de le faire avant, après, et d'être plus rapide, plus réactif lorsqu'on diffuse une vidéo. Gestion d'hyperliens, bon, c'est assez rapide, c'est l'idée de pouvoir, pareil, réutiliser un même lien sur plusieurs vidéos. Par exemple, encore aussi aujourd'hui, les vidéos des conférences, supposons que l'université Sorbonne Nouvelle décide de diffuser les vidéos d'Anstia sur sa plateforme Pod, supposons qu'elle en ait une, eh bien, elle sera peut-être amenée à mettre un lien vers l'événement Anstia qui est sur un site dédié. Eh bien, plutôt que de dupliquer ce lien n fois et si jamais il est obsolète, eh bien, elle le met en un seul endroit et elle peut le modifier à volonté. Franck, là on est sur les web TV là. Voilà, c'est ça. Mais après il y a quand même d'autres développements qui sont faits en dehors pour les. Tout à fait. Pour les. Pod. Je vous ai mis voilà, quelques éléments et on pourra en discuter éventuellement. Et donc il y a eu d'autres développements qui ont été faits et d'autres qui vont être abordés au cours de l'année universitaire qui arrive. La première, on en a parlé tout à l'heure, c'était le côté intelligence artificielle. Donc on a la possibilité d'enrichir la vidéo avec des éléments. Typiquement, donc c'est un lien avec l'intelligence artificielle Aristote qui a été développé par Supélec. C'est des étudiants, je crois, qui étaient à l'origine de ce développement-là. Et donc on a fait une intégration de Aristote dans Pod qui permettent de faire des propositions de titres, de résumés, de sous-titrage. Même si on a un outil dédié au sous-titrage, il peut éventuellement avoir une complétion ou une amélioration faite par l'IA. La possibilité d'extraire en fonction de l'audio les mots-clés qui viennent de la vidéo. Et tout ça, c'est sous forme de propositions qu'on peut modifier. Et la possibilité aussi de faire des quiz qui peuvent être réutilisés au sein des plateformes pédagogiques. Un autre aspect, c'est l'interconnexion entre plusieurs plateformes. Typiquement, supposons que Anstia ait sa plateforme Pod, ce qui était le cas à un certain temps, mais ne l'a plus pour le moment. Petit appel du pied. Il y a par exemple l'établissement Sorbonne Nouvelle a sa plateforme Pod également. Eh bien, on pourrait imaginer que Anstia partage ses vidéos avec l'établissement de façon à ce qu'on ne duplique pas inutilement les vidéos et qu'on puisse avoir un accès directement au travers de la plateforme 1 vers la plateforme 2. Et on va travailler pas mal aussi sur l'aspect usage utilisateur, interface, expérience utilisateur, accessibilité. Il y a eu un premier audit d'accessibilité numérique fait il y a environ 2 ans, je crois, qui a donné un score de 60% de conformité au RG2A, le règlement général de l'amélioration de l'accessibilité. Je ne sais plus exactement le terme, je n'ai pas révisé avant. Mais il y a 105 critères et on va dire qu'on en respecte 60 sur la moyenne des choses. Donc on veut améliorer ce sujet-là. Et on a répondu à un appel à projet ISUP-Innov, et donc avec Jérémy et avec quel établissement on avait dit ? Je crois qu'on est... Il y avait l'établissement Lorraine aussi qui doit travailler aussi sur cet appel à projet. Et donc, on va travailler en commun sur l'amélioration de l'ergonomie de la partie utilisateur, enfin frontale. Donc, tous ces développements, en fait, c'est lié à la communauté. Absolument. Donc, il y a le consortium ESUP-Pod, mais aussi la communauté des établissements qui utilisent cette solution. On a à la fois des remontées, effectivement, des utilisateurs qui sollicitent et qui disent, voilà, on a besoin de telle ou telle fonctionnalité. Et dans le consortium ESUP-Pod, alors je ne sais pas, tu as une idée, Jérémy, du nombre d'établissements qui participent au développement ? Alors au développement, on est une petite dizaine en termes de développement pur de pod. Et après, en termes de participation et retour d'expérience, on est quand même dans les cinquantaines d'établissements. Une cinquantaine d'établissements, oui. Et donc une dizaine d'établissements qui participent au développement, donc avec des règles d'écriture, enfin on va pas s'étaler là-dessus, mais de façon à ce que le code soit très propre et facilement, on peut intégrer cette équipe assez facilement, entre guillemets, dans ce sens où tout est bien normé, et donc ça permet à la fois de capitaliser sur un développement et de le rendre utilisable partout,
et de le pérenniser dans le temps, parce que si on regarde la plateforme, ça fait bientôt 12 ans maintenant qu'elle existe, et c'est un peu grâce à cette participation communautaire. Donc, il nous reste un petit quart d'heure encore. Donc, avant de passer aux questions du public, moi j'aurais quelques petites questions à vous poser, d'abord à vous trois. Donc, par rapport à l'accessibilité, en fait, quels sont les outils qui sont mis en place pour l'accessibilité des médias dans Pod? Bonne question. Alors, il y a la retranscription. Donc, on a effectivement un plugin dont Jérémy a parlé qui s'appelle Whisper, qui permet de faire la retranscription des vidéos diffusées, qui est censé fonctionner aussi avec le live. Mais chez nous, ça ne fonctionne pas très très bien de ce côté-là. Donc, ton expérience nous intéresse avec le live. Oui, alors nous, on ne l'a pas testé encore sur le live, mais c'est Montpellier qui l'avait testé sur le live et qui nous disait que ça marchait aussi. Ok, donc nous, on n'a pas réussi à le faire fonctionner, mais c'est un des objectifs, effectivement. Donc ça, c'est les transcriptions. On travaille l'accessibilité du contenu web pur, donc la partie visuelle des pages, etc. Parce que c'est la navigation à l'intérieur de l'application, ça fait partie des éléments qui simplifient l'usage pour les personnes en situation de handicap. Il y a au niveau des vidéos, donc la possibilité sur les transcriptions, c'est aussi, c'est pas seulement de les avoir, mais on peut aussi les télécharger, me semble-t-il, et donc récupérer le texte pour en faire un usage a posteriori. Alors ça c'est beaucoup utilisé chez nous au niveau des sportifs et du public empêché. Nous, on a beaucoup de skieurs au niveau de nos STAPS qui sont partis pendant la saison, beaucoup en station ou en compétition. Et eux téléchargent les vidéos depuis Pod pour pouvoir les consulter a posteriori, en fait. Il faut juste que l'enseignant accepte que son support pédagogique puisse être téléchargé en local sur une machine qui n'est plus après directement de l'université, quoi. Et on s'est également posé la question il y a une quinzaine de jours à peu près. On parlait tout à l'heure de l'archivage et de nos archivistes. C'est qu'actuellement, dans le processus de mise en obsolescence des vidéos, on met de côté les vidéos et on se pose la question maintenant aussi de mettre de côté toute la partie transcription parce que c'est un travail qui consomme de la ressource et si on est amené à réintroduire cette vidéo sur une plateforme a posteriori, ce serait bien d'avoir la transcription qui est déjà présente, quoi. Et donc, si c'est par rapport aux intégrations, en fait, il y a des plugins qui sont développés, des approches qui sont développées, comme avec Moodle, Big Blue Button aussi. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ces automatisations, en fait, le développement, ces automatisations entre les plateformes et Pod? Alors, par rapport à Moodle, donc là, sur les diapos, j'avais une ligne concernant ça. On s'est intégré nativement parce que dans Pod, vous avez le lien qui permet d'intégrer le contenu de la vidéo dans une plateforme. C'est ce que montrait tout à l'heure Jérémy sur Camilo. Donc vous avez un lien qui vous permet de générer un bout de HTML qu'on vient intégrer dans une page web. Là, ce qui est prévu d'être développé, ça devait être fait, mais ça a été un peu reporté, et ça va être repris dans le projet Isupinov, c'est de permettre d'être, au travers de la plateforme, de déposer la vidéo directement dans Pod. C'est-à-dire que vous êtes enseignant, vous avez une vidéo, vous venez d'enregistrer une vidéo, et plutôt que d'aller sur la plateforme Pod, de la déposer, de l'enrichir, une fois qu'elle est déposée, vous retournez dans Pod, dans Moodle, vous récupérez le lien, vous la dupliquez. Là, l'idée, ce serait de déposer et automatiquement, dès qu'elle est encodée, elle sera diffusée et visible. Ça, c'est pour Moodle, enfin les plateformes pédagogiques. Sur le volet Big Blue Button, donc il y a une intégration. Peut-être que tu peux en parler plus facilement, Jérémy.
Ouais, c'est la fonctionnalité des mes événements dans Pod, c'est appelé comme ça. C'est la possibilité de créer des salles, des salles de classes virtuelles ou de conférences depuis Pod directement et liées au Big Blue Button du ministère. Du coup, c'est sur cette solution-là, pardon. Et donc, depuis le tableau de bord utilisateur, chaque enseignant, voire même étudiant, a la possibilité de gérer ces événements et chaque événement va être lié à son espace Big Blue Button proposé par l'université, mais basé sur le Big Blue Button du ministère. Et donc il y a la possibilité donc, du coup, de créer ses propres visioconférences, webinaires et compagnie, et la possibilité également de connecter Pod à des... Alors là, je n'ai pas la terminologie, je pense que là, vous êtes plus compétent que moi sur ce domaine-là, d'aller mettre des boîtiers d'encodage dans des salles de conférence ou des amphis, de façon à capter un cours d'amphi avec, je ne sais plus comment ça s'appelle, des... SMP, ouais, c'est ça, voilà, exactement. Et on a, par exemple, sur l'île, un certain nombre de ces équipements qui sont là et automatiquement, l'enseignant, il démarre son enregistrement et c'est envoyé sur Pod à la fin du cours. Et même avec des boîtiers Wecast, il me semble. Et donc là c'est plus globalement, là on a parlé quand même pas mal de Pod, mais là ma question va concerner Pod, mais ça peut être aussi utile, l'approche peut être utile aussi pour toute autre plateforme. Mais est-ce que vous travaillez sur les stats en fait? Comment on va mesurer l'impact de la vidéo par rapport à une vidéo pédagogique? On peut travailler sur son audience, mais l'engagement aussi par rapport à la vidéo. Si une personne, par exemple, si on a une vidéo de 5 minutes, est-ce que les étudiants ou les personnes qui visionnent la vidéo partent au bout de 2 minutes, ou si elles l'utilisent jusqu'au bout en fait? Est-ce qu'il y a un travail là-dessus en fait? C'est une question qui fâche, ça. Non, il faut qu'on revoie, effectivement, c'est dans les plannings, dans les plans de la version 4, il faut qu'on revoie nos stats. Pour l'instant, on n'a que des stats de lecture au mois, à l'année, au jour, mais on n'a pas le détail en fait, du comportement utilisateur dans le player de la vidéo. Bon, c'est juste que la personne a appuyé sur le bouton play, quoi, en gros. Et donc, et c'est valable pour tout, c'est-à-dire que vous pouvez appuyer sur un bouton start de quelque chose et partir 5 minutes, revenir. Ça ne veut pas dire pour autant que vous avez vu la vidéo, quoi. Ouais, mais c'est ça. C'est pas parce qu'on peut voir souvent des vidéos, waouh, elle a fait 10 000 vues. Ouais, sur une vidéo d'1 heure, ils ont fait 5 minutes, quoi. Ils sont tous partis, mais ils ont tous cliqué. 10 000 personnes qui ont été voir le début, mais c'était tellement embêtant qu'ils sont partis, quoi. Donc, c'est des stats qui sont intéressantes pour retravailler, nous, audiovisualistes, par rapport à notre contenu ou le contenu pédagogique. Voilà. Et je pense que le temps de consultation, il est peut-être lié à la durée de la vidéo et potentiellement au chapitrage si elle est longue aussi. L'effort qu'on met pour accéder à l'information utile, quoi. Oui, oui. Il y a plein de choses qui rentrent en compte. Ok. Et donc voilà, je pense qu'on va pouvoir passer aux questions du public, mais avant ça, je vais faire un petit sondage. Vous clap si vous pouvez prendre le temps de vous connecter et de scanner ce QR code. C'est juste pour savoir le type de plateforme que vous avez dans vos établissements et les usages qu'ont ces plateformes. Bon, tous les ans, Ubicast nous fait un très joli rapport panorama des usages de la vidéo dans nos établissements. Et donc là, on va voir dans la salle qui est là en même temps. Je vais commencer, je vais allumer. Tac. Personne ne s'est connecté. Comment ? C'est juste après, cependant, là. Et après, c'est le temps des questions. Et le timing sera respecté. Ok. Et de toute façon, le temps que vous répondez aux questions, s'il y a des questions dans la salle, j'arrive. Je vais faire le micro. Oui, donc avant de poser vos questions, attendez qu'il y ait effectivement un micro, parce que comme c'est enregistré, on n'aura pas la question, on n'aura que la réponse. Mais je presse un convaincu, déconvaincu, vous êtes tous audiovisualistes. Bonjour, Thierry Dréau de Rennes 2. Moi, j'aurais voulu savoir, par rapport aux étudiants, est-ce que vous avez un quota de téléversement, d'upload de vidéos, c'est-à-dire en termes de poids?
On a à peu près ça. Nous, c'est dans les 10 et 20% de vidéos d'étudiants, et en fait, c'est surtout par période. Pendant les périodes d'examen, il y a beaucoup de cours en ce moment qui font de l'évaluation par les pairs, où ils demandent aux étudiants de se filmer sur des courtes séquences de 3-4 minutes en management, par exemple. Ça représente en gros entre 10 et 20% de toutes nos vidéos. Oui, mais par exemple, tu sais fort bien que nous, on avait eu ça pendant le confinement, où on avait bloqué Moodle. Les gens ne sont pas capables de savoir que quand on s'enregistre sur téléphone, si on a réglé en 4K, on va se retrouver avec une vidéo hyper lourde pour le serveur, alors qu'on n'a pas besoin de ça, quoi. Et est-ce que vous avez la possibilité de bloquer, de réguler ça et de tout? On est limité, nous on limite à 4 gigas l'envoi de vidéos. Par vidéo? Ouais, par vidéo. Ou par compte? Par vidéo. C'était 2 gigas, et en fait on a eu la demande d'enseignants qui disaient mais là j'ai de la vidéo de qualité, ou alors j'ai des grosses confs, et puis on s'est rendu compte que les étudiants aussi étaient bloqués. Et du coup, on est remonté à 4 gigas au niveau de la limite de vidéo, quoi. Alors, j'ai une autre question concernant l'accessibilité, et ça, c'est un souci qu'on a tous. Ça va être l'audio-description. Parce que c'est bien, la transcription, c'est une super avancée pour les gens qui ont des difficultés d'audition, voire des difficultés de compréhension aussi, parce que nous, à Rennes 2, on se sert aussi de la transcription par exemple, pour les cours qui sont faits en anglais, on les transcrit en anglais aussi pour que les étudiants qui sont un peu, on va dire, fragiles en anglais aient une meilleure possibilité d'apprentissage. La question, c'est est-ce que vous avez vu des choses par rapport à ça? Est-ce que vous travaillez sur des choses par rapport à l'audio-description? Parce qu'à mon avis, c'est le gros morceau qu'on risque d'avoir là. Alors je vais parler pour Grenoble pour le moment. Pour Grenoble, en fait, j'étais dans le train ce matin avec notre responsable handicap du coup, et en fait, on s'est dit que c'était plutôt l'IA qui allait nous aider à travers Pod par rapport à cette thématique-là, parce que il disait que aussi bien pour l'interface, la description de l'interface, ok, Pod à la limite est assez performant, mais votre support, vos supports vidéo, eux, le sont pas du tout. Et il disait que c'est plutôt là où l'IA pourrait être intéressante au niveau de l'accessibilité. Oui, mais ce qui est un peu le souci, c'est-à-dire que moi j'ai fait des tests aussi de description, d'audio-description d'écran PowerPoint, parce qu'en réalité, pour une conférence, ce qui est important, c'est qu'on parle de ce qu'il y a sur les images, et comment on les intègre après à l'audio-description. Tout ça en passant par l'IA. Alors, pour une image seule, ça fonctionne très bien, mais après, il faut pouvoir enquiller les différents écrans, la description, et comment gérer ça après, quoi. Avant que Jérémy réponde, j'ai mis un deuxième sondage. Vous mettez à la louche, en fait, le pourcentage, en gros, d'utilisation de vos... Merci, ça commence. D'utilisation pour voir à peu près quelle typologie de vidéo vous utilisez. Donc voilà, merci Jérémy, je te laisse répondre. Pas plus. C'est vrai que nous, l'accessibilité, c'est vraiment compliqué à mettre en place. Hein, chez nous, il y a beaucoup de gens qui sont réticents à l'usage de l'IA. C'est limite un des secteurs sur lesquels on se disait, voilà, c'est peut-être là où ça pourrait être intéressant, quoi. Mais on est vraiment au début. Hein, et là, je parle que de Grenoble. Hein. Bonjour, Daniel Tanasijevic de Capsule, Faculté des sciences et d'ingénierie de Sorbonne Université. Il y a une vingtaine d'années, là où je travaille actuellement, enfin l'ancienne équipe, ils ont développé une plateforme maison où vous pouviez juste uploader, mettre les vidéos, enfin les gens qui travaillaient là-bas, et les gens les utilisaient. Entre-temps, l'évolution, ça a été le choix d'une plateforme qui s'appelle Panopto à Sorbonne Université. Donc la question, c'est, ils étaient 2 ou 3 à l'époque pour développer la plateforme, et à la fin, c'est une personne qui entretenait le tout.
Panopto, vous connaissez, c'est autre chose, c'est des gens ailleurs qui s'en occupent. Nous sommes des utilisateurs. Pour Pod, chez vous, combien vous êtes? Qu'est-ce que vous faites? Vous développez? Vous êtes 2? Vous êtes 3? Vous êtes combien? À plein temps ou pas? Je ne dis pas que ma question a été... Non, mais c'est une très bonne question en fait, parce que souvent les décideurs, ils n'ont pas cette notion-là en tête par rapport à une solution locale qu'on va installer qui va nécessiter des ressources humaines essentiellement et une solution clé en main qui nécessite essentiellement des ressources financières. Alors, après, je vais passer le micro à mes collègues, mais nous, à Grenoble, on est une personne et demie en développeur pour Pod, une personne dédiée plein temps pour Pod, plus une autre personne en renfort qui est développeur pour les plateformes de formation à distance. Mais c'est là où justement Pod est intéressant. Communautaire au niveau des universités. On a un comité de pilotage, on a un comité, un comité technique et ce sont des universitaires et chacun a des ressources associées à ça. Donc c'est vrai que nous, on a du monde spécialement pour Pod au sein de notre université, par exemple. Je vais terminer moi en tant que simple utilisateur de Pod. Et chez nous, donc, historiquement, Pod a été développé par une personne qui était de l'Université de Lille, Nicolas Kahn, pour ne pas le citer. Je l'ai cité. Et donc, c'était un développement d'une personne, effectivement, dans l'établissement. Et c'est devenu un produit communautaire. Aujourd'hui, on fonctionne. Donc, j'ai des collègues dont l'objectif, c'est de la maintenance de la plateforme d'un point de vue fonctionnel, les mises à jour et autres, qui ne participent pas vraiment au développement. Par contre, ça fait maintenant 3 ans et l'année prochaine, on recrute encore. On prend des étudiants en contrat d'apprentissage et les développements qu'on a prévus vont être intégrés grâce à cette force vive-là. Donc, moi, je vais parler de ma partie juste que je disais simple utilisateur de Pod. Mon rôle à l'université d'Artois, nous c'est une université d'Artois, on a à peu près 12 000 étudiants, 2 000 personnels enseignants. De mon côté, je m'occupe de tout ce qui est service numérique, c'est-à-dire ENT, plateforme de formation Moodle, Pod entre autres, stockage de fichiers numériques type OnCloud, etc. Donc je touche à beaucoup de choses et voilà, sur Pod techniquement, je suis tout seul à mettre en place maintenance, mise à jour, mais voilà, on touche un peu quand il y a des besoins comme ici l'encodage GPU. On met en place, on fait les modifications qu'il faut. On sait que derrière nous, on a la communauté ESUP, et c'est ce qu'on dit qui est importante, qui sont là pour nous aider. Et après, j'ai mes collègues audiovisuels qui, eux, sont aussi également administrateurs de la plateforme et qui font aussi toute la partie, justement, ce qu'on a vu un peu tout à l'heure, réglage des rendus, modification, gestion des vidéos, etc. Merci, c'était Christophe. Et juste pour compléter aussi par rapport à ce sujet-là, les développements, comme ils sont communautaires, ils sont aussi, c'est pas une personne qui développe un bout et il est mis en ligne et c'est fini. Il y a de la relecture de code par les autres développeurs de l'équipe XSUPod de façon à stabiliser le code et faire en sorte qu'il soit correct d'un point de vue sécurité, etc. Bonjour, merci beaucoup pour cette présentation. J'ai bien compris comment fonctionnait Pod depuis le temps que j'en entends parler. Donc Arnaud de l'Université de Toulouse, pardon. Moi j'avais une question aussi un peu pragmatique. Par exemple, si on a déjà on a tous des hébergements de vidéos, hein, maison, pas maison. Si on choisit de migrer sur Pod, on a nous aussi des volumes assez importants de données. Est-ce qu'il y a des outils qui ont déjà été développés par la communauté, que ce soit sur à la fois les fichiers, les masters ou autres, voir s'il y a besoin de réencoder ou pas, et tout ce qui est métadonnées, est-ce qu'on a des modèles conceptuels de données qui sont disponibles pour pouvoir assurer des migrations un peu faciles ou... Ouais, je pose la question de comment ça pourrait se passer dans le cas d'une migration de plusieurs terras de données vers la plateforme. Alors, je pense qu'on a plusieurs expériences à partager éventuellement.
J'ai eu l'occasion, au moment de la fusion des 3 universités lilloises, à récupérer une ancienne version. Alors, c'était pas sur Pod, mais là, on va devoir le faire sur Pod. Notre Web TV, actuellement, a été fusionné sur plusieurs endroits et on avait fait du script de récupération des vidéos de la plateforme 1, de la plateforme 2, de la plateforme 3 pour les mettre sur une même base de données. Donc, il y avait un petit traitement qui avait été fait pour récupérer les données et ne pas les perdre, effectivement. Et ça avait nécessité un réencodage. Donc je pense que le passage qu'on va faire au cours de cette année pour transformer notre Web TV en une Web TV sous environnement Pod nécessitera le même traitement d'aller récupérer les informations là où elles se trouvent et de les réinjecter dans la plateforme. Mais il y a un petit traitement, effectivement, c'est du script de traitement de base de données, quoi. On avait eu la même chose, nous, avec nos différents... pareil, au moment de la fusion, avec nos différents services de podcast, d'un serveur Apple, normalement, notamment. On avait fait un script qui nous exportait des fichiers JSON avec les métadonnées de description des vidéos, leurs titres, etc. Mais par contre, à chaque fois, on était obligé de réencoder les vidéos quand même au moment de leur intégration dans Pod. Sachant que Pod encode généralement en 3 fois, en 360, 720, 1080, selon les réglages qui ont été faits dans l'administration. Donc du coup, il y avait une grosse période quand même de migration parce qu'on avait du gros volume derrière. Dernière question. Bonjour, Jean-Philippe Sienne, Université de Rennes. Je voulais savoir, dans le cadre de la gestion des médias que vous avez mis en place sur vos plateformes, est-ce que vous avez rédigé un document et puis comment ça s'est fait? Parce que nous, typiquement, on commence à essayer d'envisager de travailler sur un sujet comme celui-là. Maintenant, on a des utilisateurs qui parfois, on va dire, ont une discipline hétérogène et qui, pour le coup, peuvent, avec des contraintes un peu trop fortes, décider d'aller héberger leurs vidéos sur des chaînes YouTube perso, etc. Donc la question, c'est de savoir comment est-ce qu'on embarque les gens. Est-ce que vous-même, vous avez travaillé en groupe de travail? Enfin, comment vous avez développé ça? Et puis, si au bout, vous avez un document qui serait quelque part une ressource qu'on pourrait consulter? Alors, nous, à Grenoble, on a un comité de pilotage inter-établissement. Je vois 2 personnes, d'ailleurs, dans le public ici, qui font partie de l'audiovisuel de l'Université de Grenoble. Et nous, toutes les décisions qui sont prises au niveau de notre pod sont prises lors de ce comité de pilotage. Et c'est cet organisme d'accompagnement, notre DAPI, qui va accompagner et communiquer auprès des enseignants sur les usages à faire en termes de vidéos. Par exemple, à un moment donné, on s'est rendu compte que les enseignants mettaient toutes leurs vidéos directement dans Moodle. Ça faisait exploser notre serveur. Donc là, on s'est rendu compte qu'il fallait les accompagner au moment de leur formation en Moodle en disant attention, les vidéos, il y a un support dédié, etc. etc. Il y a d'ailleurs des formations à Pod. On les accompagne depuis le début à partir du moment où ils ont l'initiative en fait, de faire un projet pédagogique. Ils sont initiés aux outils qu'on leur propose derrière. C'est bon, c'était le mot de la fin. Même chose. Okay. On a à peu près la même chose, c'est-à-dire qu'on accompagne et on n'a pas effectivement de documents vraiment rédigés par rapport à ça, quoi. Eh bien, merci. Merci à nos 3 intervenants. Vous pouvez les applaudir. Et donc maintenant, on va passer au GT. Et bonne continuation à tout le monde. Merci beaucoup.